dans les murs, Moi, quoi. je suis la juge des libertés Ouais. et de la détention et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant. Voilà, je vais pas vous remettre la bande-annonce, on l'a déjà regardé ici, mais il y a vraiment ce truc-là, quoi. C'est une institution qui tue. Comme on dit, on les emmerdait pas, hein. S'ils voulaient le faire, ils le faisaient. S'ils voulaient pas le faire, ils le laissaient. Bref, on les sentait heureux, on les sentait. Les malades sortent et deviennent de plus en plus actifs. Balvet et Tosquelles constatent que ceux que l'on considérait incurables se portent mieux. Leurs observations les poussent à approfondir leurs recherches. Mais tout cela ne suffit pas à résorber la faim. Les médecins rédigent de faux certificats de tuberculose afin Je d'obtenir sais pas plus de pourquoi j'ai tickets de des coupures. rationnement. Maintenant, c'est systématique. À chaque Mon stream, père a j'ai une été coupure. de ceux, il n'était pas le seul, heureusement, et qui sont intervenus auprès des préfectures et autres pour modifier la carte de ravitaillement, si j'ose dire. On en sait trop, ouais, peut-être. Octobre 1942, faute de nourriture, les conditions d'enfermement des malades s'aggravent. À Montpellier s'ouvre le congrès annuel des médecins des hôpitaux psychiatriques, le premier depuis le début de la guerre. Mon père raconte d'ailleurs, enfin, il n'y avait pas ce Sainte-Anne où ça sentait l'odeur de cadavres, des gens qui s'étaient vidés. Enfin, je pense qu'il faut le dire, ça. Hein. C'est la mort. Les thèses eugénistes ont atteint un point culminant. Or, les historiens n'ont pu prouver la moindre intention d'exterminer les malades mentaux en France. Alors là, il y a eu une accusation très forte qui a été Il y a eu. portée vis-à-vis des on a médecins laissé des mourir, hein. hôpitaux Bon, ils vont en psychiatriques, parler, mais- et en particulier Saint-Pleucé au Vinatier, c'est que la cause des décès n'a jamais été signée par le médecin mort de faim. Le rôle de conseiller technique au gouvernement de Vichy d'Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912, a-t-il influé sur l'abandon des malades mentaux? Voilà. On a laissé mourir. Son livre, L'homme c'est inconnu, avait eu un franc succès en Europe. Il fut une référence pour Hitler. Mais pas uniquement. Sa publication s'est poursuivie en France bien après la guerre, dans une version légèrement expurgée. Ouais, c'est ça, c'est que Hitler, bon, On Hitler y et disait. les nazis, ils ont bandeau, mais voilà, surtout que, quoi, ça a encore coupé là. Est-ce que j'ai parlé de la ville de Pont-Saint-Esprit? Non, bah, les gens. Je comprends pas pourquoi. Alors, attendez, je vais essayer de voir si. Non, non, mon câble Ethernet, il est bien. Je vais essayer de changer de câble Ethernet. On va voir si c'est un problème de câble qui se fait vieux, n'est-ce pas? Mais là, entre le micro et le truc, vous m'entendez là? Vous êtes là? Vous êtes parmi nous? Ouais, faites F5 là, les gens. Faites F5. Let's go F5. Voilà. Et je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, on a laissé mourir des gens. Euh, Pont Saint-Esprit. Ok. T'es sur tel. Ah oui. Bah, faut quitter et revenir, hein. Ça revient à faire F5. Un effort naïf est fait par Peut-être, je sais pas s'il y a un docu qui existe, mais un autre truc qui pourrait être intéressant, c'est l'expérience d'Aîné le Château. Les nazis, mais oui, les nazis. Je disais les nazis, les nazis, ils ont un peu bon dos. C'est que à la fois toute l'idéologie qui est portée par les nazis, elle existe aussi en France. Et il y a une partie qui est même créée, on va dire, en France, quoi. Donc il y a, voilà, par exemple, le fait de laisser mourir des gens. Bon, je sais pas si c'est la faute des nazis, quoi. Mais là, j'allais dire, peut-être ce serait intéressant, je vais voir s'il n'y a pas un docu qui existe sur l'expérience d'Enel le Château, où c'est justement, c'est un peu dans le même état d'esprit, mais l'inverse de l'asile, c'est-à-dire que c'est des patients qui vont vivre dans des familles, dans un village, et qu'est-ce que ça va créer de, je trouve pas le mot, mais d'angoisse, en tout cas, parmi les villageois. Et c'est intéressant de voir, de voir ce qui se passe socialement. des nations civilisées pour la conservation d'êtres inutiles et nuisibles. Les anormaux empêchent le développement des normaux, le conditionnement des criminels les moins dangereux par le fouet ou par quelque autre moyen scientifique suivi d'un court séjour à l'hôpital suffirait probablement à assurer l'ordre. Quant aux autres, un établissement euthanasique pourvu de gaz appropriés permettrait d'en disposer de façon humaine et économique.
C'est quand même très... Toutes les conceptions très eugénistes, troublant, cette etc., période-là, c'est pas parce que les nazis. On voit bien qu'il y a sans doute des discours affichés qui sont minoritaires, une compromission générale des Vichysois qui permet à ceux qui affichent leurs opinions Pierre Delon, c'est un des grands de la psychiatrie française actuelle. d'être suivis des faits de façon efficace. Et puis, il y a tous ceux qui sont du Je côté sais pas de la pourquoi ça résistance, fonctionne qui mal. essaient de lutter contre ce Faudrait que je truc-là, check mais qui ma ne peuvent pas connexion. s'occuper directement des malades mentaux parce que l'ampleur de Mais du moi, travail est énorme. moi en fait, le truc, c'est sur mes stats là, j'ai aucun paquet perdu, etc. Mais effectivement, à chaque fois, j'ai une coupe et je sais pas d'où elle provient. Par ailleurs, d'un certain point de vue, les malades mentaux ont échappé à quelque chose qui a été donc mis en place par le gouvernement de Vichy au-delà des attentes des nazis, c'est l'extermination des Juifs. Ouais, il y a un miroir là, tu peux pas trop y aller sinon on va voir ta caméra. Je suis pas très convaincu non plus de ces plans-là où on se balade dans le bâtiment. Je trouve que c'est intéressant. Enfin, en fait, vu que c'est des bâtiments déjà abandonnés, en fait, il y a un truc assez décrépit qui est dû aussi à l'abandon et du coup, ça ne compte pas tant que ça les conditions de vie. Voilà, je trouve que ce soit ça ou la musique, il y a un côté un peu... tout le côté pathétique est un peu forcé. Lors du congrès, le professeur Requet, médecin-chef à l'hôpital du Vinatier de Lyon, alerte la profession. Les internés vivaient comme des bêtes, avaient le plus souvent de la paille que de la literie. L'aération et le chauffage étaient rudimentaires. Je peux témoigner de scènes affreuses. Les malades se mangeaient les doigts. Ils mangeaient tout ce qui passait à leur portée, les écorces des arbres par exemple. C'était même courant d'apprendre que des internés mangeaient leur matière fécale ou buvaient leurs urines. Donc on a laissé mourir tous ces... Enfin, on laissé Une mort ces gens mourir d'indifférence de accueille faim. ce témoignage. Et je Et le niveau reviens de à Alexis Carrel. déshumanisation. Il y a eu des collaborateurs parmi les psychiatres. Pour moi, c'est évident. Évident. En parlant de ça, il y a un truc qui me fait toujours rire. Alors, j'ai en montage, là, pour la chaîne YouTube, une vidéo sur Lacan. Comme il y en a... J'ai sorti la vidéo sur Freud. Il y en a une sur Freud, il y en a une autre qui est sortie, qui est accessible. Il y en a une autre sur les disciples de Freud qui va sortir et une autre sur juste Lacan. Et ce qui est marrant chez Lacan, c'est que c'est un gars qui a eu quand même des sympathies avec l'extrême droite, qui est un gars de droite, éducation catholique, bourgeoise, etc. Et qui a traîné que avec les plus grands gauchistes intellectuels de son époque. Ce qui raconte sur le côté collabo, machin, et ce qu'on va avoir et qu'on sent déjà avec Tosquelles, le marxisme, etc. C'est marrant, tu vois. Et Tosquelles, lacanien de ouf. Hein. Il y a plein de psychiatres qui sont en avance même sur ce qu'ils pensent que le gouvernement central, enfin que la direction centrale désire. Donc ils prennent des mesures d'organisation, etc., en avance même avant qu'on leur demande. Ils épousent l'idéologie raciste. Il ne s'agit même pas de refuser. Il s'agit d'un nickel. Il faut être le bon élève, j'allais dire. Hein. Paul Balvet et François Tosquelles ont préparé une intervention qui, elle aussi, dénonce l'asile carcéral et démontre qu'un hôpital psychiatrique humain peut exister en dépit des restrictions et de l'administration. Donc comment on réhumanise Balvet prend la parole. les gens? L'administration est un être mythique sur lequel il est trop facile de rejeter chaque faute et celle-ci en particulier. Or, c'est bien à nous et non à d'autres qu'est conférée l'organisation technique de nos établissements. L'établissement futur possédera donc toutes les techniques de l'hôpital psychiatrique, mais humanisé, vivifié. Tous ces plans-là, j'ai des gros doutes. Ce sont, à mon avis, les plus révolutionnaires d'entre eux qui se sont emparés de cet élément de réalité incontournable pour dire, écoutez, quand même, vous voyez bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut changer la psychiatrie, il faut changer d'idée, il faut changer de paradigme, il faut changer la manière dont on peut Qu'est-ce qu'ils foutent, modéliser putain, nous un mettre système qui permet de des soigner toiles d'araignée, là. Balvet. Il n'y a eu aucun retentissement. Il n'y a eu ni bravo, ni chuchotement. C'est tombé comme ça.
Tandis que 45 000 des 70 000 malades internés périssent faute de nourriture, le thème du congrès des médecins des hôpitaux psychiatriques est « Problèmes alimentaires et psychologie du goût ». Enfin, c'est typiquement de la pathologie de la pensée, quoi. La folie s'empare de la pensée, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de retournement, comme on peut avoir dans certains délires, quoi. C'est hors réalité. Enfin, ils se sont mis à parler des vitamines, de B, je sais pas quoi, carence en beriberi, enfin... Le progrès d'un hôpital psychiatrique et le progrès de la psychiatrie sont très liés au régime politique. Ils sont amusés à faire des plans. Au mouvement. C'était quoi? C'était un documentaire ou c'était de l'urbex? C'est quoi le projet? De l'histoire. Toscaïès. Il s'agit bel et bien d'un art de soigner l'anonymat dans notre travail. Ce qui me fait un peu chier au-delà du côté esthétique, c'est que je trouve que ça réhumanise pas les gens, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on voit des murs vides et il y a un truc... je sais pas, ça manque d'âme, quoi. L'anonymat scientifique chosifie le sujet dans sa propre souffrance. Je trouve Et que ça l'application chosifie le simplement sujet dans sa mécanique propre de nos souffrance. connaissances scientifiques expose à de nombreux malentendus, à des maladresses et parfois à des détours malvenus. Balvet et Toscaïès retournent à Saint-Alban, rejoints ensuite par André Choran. Ce jeune érudit catholique, médecin-chef de l'hôpital psychiatrique du Puy, vient de se faire renvoyer par les religieuses pour incompatibilité éthique. Comment ça? Je pense que la directrice a eu peur que ces idées farfelues là, de son médecin-chef se répandent et que la camisole de force, c'est pas bien, qu'il fallait s'en occuper comme si c'était des gens totalement normaux, en tous les cas. Hein. Quelle idée saugrenue. Mais ce qu'on n'a jamais compris, c'est comment elle a eu la possibilité, finalement, d'agir, parce que c'est le ministère de la Santé qui a radié mon père de ses responsabilités. Alors qu'il était parti, il avait été incorporé, et qu'il avait même été fait prisonnier. Lorsqu'il est nommé à Saint-Alban, Choran retrouve alors Balvet, son camarade d'études. Les deux hommes sont restés amis. Mais une autre amitié va naître. Celle de Toscaïès et Choran. Tous deux partagent une même préoccupation pour l'enfance. Donc là, on a le troisième grand ninja. Ensemble, ils développent le travail thérapeutique et éducatif auprès des Jeux de enfants. rabat du front. Oui. J'ai dit à Balvet, C'est vrai. il faut commencer à faire quelque chose, surtout... Ça, c'est un reproche que j'ai souvent sur les trucs autour de la psychiatrie, c'est le côté un peu, on va chercher le frisson, oulala, on va du côté du tabou, etc. Et c'est de reproduire la déshumanisation des patients. Chez les enfants. Parce que d'autre côté, même vis-à-vis de la... Ce qui n'est pas totalement ce que fait le docu, parce que les paroles que va chercher le docu, là, pour le coup, appuient sur l'importance de réhumaniser, en gros. Mais le docu, dans ses choix de réalisation, reproduit ça. Et d'ailleurs, les gens qui sont interrogés, c'est les sachants, quoi. Effectivement, du monde. Si tu dis, je demande quelque chose pour les fous, ils vont te foutre un coup de pied au cul. Hein? Mais si tu dis, il y a un enfant, tout petit, hein, abandonné, etc., beaucoup de monde il dit, ah bon, voilà des sous, quoi, vous comprenez, hein? Voilà du linge, quoi, enfin. Hein? Donc, il fallait commencer comme la véritable révolution, hein? Consiste à reprendre son enfance. Hein? Lucien Bonafé rejoint Saint-Alban. Lorsqu'il arrive, sa réputation le précède. Une condamnation à 2 ans de prison avec sursis pour sa participation à une manifestation antifasciste en 1934 et son appartenance à la direction du Front National des médecins depuis 1941 comptent parmi quelques-uns de ses actes militants. Ah, manif antifasciste, c'est contraint de fuir Paris où il est un recherché. Black Bloc.
Il rejoint la direction du service de santé des FFI en zone sud. Moi, je suis venu à Saint-Alban comme pour... Pitié les bicycles. J'en peux plus. Ah. Quand monsieur le directeur de Sainte-Anne m'a dit comment, alors, au lieu de prendre le poste qui m'était en principe dévolu sur Paris, à l'hôtel de ville, hein, j'ai dit non, il faut que je file en zone nono. Comme on disait, nous on disait zone nono, c'est zone non occupée. Bon, que les profanes appelaient zone libre. Des fois, ce vocabulaire qui nous faisait un peu frémir. Enfin, c'est comme ça. Et je tombe dans une structure d'accueil des proscrits, avec un grand accueillant de la proscription qui était Balvet. Balvet avait caché des juifs dans la maison. Il avait recueilli Choran qui avait été chassé de son poste. Il avait ses parents au Puy, et puis il s'était fait agréer par les bonnes sœurs du Puy pour rester au Puy pendant l'occupation comme médecin-chef à l'asile du Puy. Mais là, ça n'a pas marché du tout avec la communauté. Parce que la communauté du Puy était ultra-cléricale, hein, et puis gouvernait l'asile de telle sorte que les médecins n'avaient même pas accès aux dossiers médicaux. Enfin, des histoires ahurissantes comme ça. Wow. Et il y avait déjà eu l'autre grand proscrit, le proscrit que Balvet était allé chercher au camp de Sept-Fonds avec les réfugiés d'Espagne. Voilà donc, n'est-ce pas, on tombe dans un monde où moi, proscrit de Paris, parce que la police française me recherchait en tant que résistant, que j'ai été proscrit de Paris. Bonafé a travaillé quand même avec des groupes pour fournir des armes à la République espagnole, etc., qui ne passaient pas par l'URSS. Hein. Donc, bon, ça n'a pas beaucoup fonctionné, mais bien que faisant partie quand même des non-interventionnistes, on va dire, les organisations où il appartenait. Il faisait aussi partie d'un mouvement interventionniste qui essayait d'établir des liens avec la République espagnole. Alors, à quel moment, il faudrait voir. Hein. Quand en 1942, il a vu arriver Bonafé comme médecin-chef de l'hôpital de Saint-Alban, Toscaès était très content de le voir parce que Bonafé avait déjà une certaine notoriété, une position de militant, de résistant déjà, hein, qui était bien affirmée. Et cet attelage entre eux deux, je crois, a été un facteur de mobilisation des équipes autour d'eux qui a été considérable. Donc évidemment qu'ils évoquaient ça, souvent de façon comme ça, mais sans se prendre au sérieux. C'est ça que je trouvais formidable chez ces types-là. C'était pas du tout des gens qui cherchaient la Légion d'honneur. Hein. Ils étaient vraiment là, en train d'essayer de comprendre quelle avait été l'importance de cette rencontre entre ces deux personnes, mais dans un contexte historique où chacun d'eux était porteur d'un fragment d'histoire qui n'était pas rien comme histoire. Hein. Et ça, je pense que c'est sans doute leur culture marxiste qui leur permettait d'avoir cette approche très intéressante. Toscaès évoque dans un courrier qu'il adresse à Bonafé son coup de foudre amical. Les deux hommes ont le même âge, le sens du verbe et la passion de la psychiatrie qui, pour l'un et l'autre, fut une rencontre précoce. Ok, la bromance. Mais pas radio. Ils n'avaient rien. Ils connaissaient très bien la poésie, quoi. Il suffisait... on ne disait pas « je cite Rimbaud », on y était dedans, quoi. Proust connaissait par cœur, bon, mais pas que Proust, quoi, connaissait par cœur les Fleurs du Mal, à 3 mots près. Bouba, tout ça, tous les poètes, quoi. Chez Bonafé, comme chez Toscaès, l'implication artistique et philosophique féconde l'action qui est à la fois thérapeutique et politique. Ils veulent changer la psychiatrie. J'ai eu deux spécialités. Merci pour le follow. De convertir, si possible, les communistes en communistes. Et de convertir les religieuses en religieuses. Parce que la plupart des catholiques ne sont pas catholiques. Quoi, vous comprenez. Donc je ne suis pas contre qu'on soit catholique, quoi, ni qu'on soit communiste. C'est que je suis contre les types qui disent qu'ils sont communistes, ils sont radicaux socialistes ou sont... ça, c'était pour Fabien Roussel, ça. Bon, alors, des religieuses qui croient qu'ils sont religieuses parce qu'ils sont des fonctionnaires de l'Église, quoi, ne sont pas religieuses, quoi. Bon, c'est tout, quoi.
Donc, avant partie de mon métier, comme on dit, d'aider à convertir quiconque à ce qu'il est réellement, hein, au-delà de son paraître, quoi, hein, ou de ce qu'il croit de son idéal, de son moi idéal. Quoi. Ah, ça, c'est un mystère quand même, hein, parce que c'est elle qui avait le pouvoir, c'est tellement complet. Hein, les médecins ne l'avaient pas beaucoup. Il y avait des sœurs qui étaient bien, et puis il y avait des sœurs très épouvantables. Il y en avait une une délirante qui dit « Je suis la putain du Seigneur », et il l'avait mis nu, pas nu, mais pieds nus, enfin en sabots. Et puis on l'avait mis dehors en pleine nuit de Noël, à Saint-Alban. Hein, ah oui. Il faut voir, ça gelait vraiment, la neige, tout ça, à pierre fendre. Voilà, alors après, mon père qui se mettait... C'était pas un colérique, mon père, je n'aimais pas se mettre en colère. Ah, c'était elle qui avait le pouvoir. Hurler, pousser des cris, il avait engueulé. Saint-Alban devient le creuset d'une transformation qui implique l'ensemble des équipes soignantes, y compris les religieuses. C'est également durant cette période de pénurie que les psychiatres français expérimentent une méthode venue d'Italie, l'électrochoc, dont les premiers résultats sont encourageants. Certains se souvenaient que Toscaïès l'avait testé sur lui afin d'éprouver ses effets avant de l'infliger aux malades. Comme Freud avec la coke. L'élan de transformation de l'asile et le développement de la résistance se renforcent. D'autres proscrits se réfugient à Saint-Alban, les frères Matarazzo, Georges Sadoul, Gaston Bessette, Denise Clazer. Ouais, bon, on connaît que... un infirmier après qui était plus âgé que moi dans mon service. Mais ouais, ça allait pas bien. Ouais, c'est vraiment une institution qui déshumanise et qui estime que son rôle, c'est de rééduquer des gens et de les enfermer, quoi. C'est un docu sur Saint-Alban en particulier. Voilà. Les électrochocs, ça existe encore, ça s'appelle la sismothérapie. Oui, ça existe encore. Je suis pas du tout un expert du sujet, mais si tu veux chercher des ressources, faut taper sismothérapie. Et qui me racontait un jour qu'il y en avait dans son service là-haut qui... Alors il faut imaginer un truc moins spectaculaire que ce que tu vois au cinéma, déjà parce qu'on n'est pas à la même époque et parce que le cinéma c'est le cinéma, mais oui, ça existe encore. Il ne savait pas trop d'où il venait ni rien, mais il ne savait pas. Quand la libération est arrivée, ils se sont présentés à lui, il a dit « Monsieur Berthuis, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez été un infirmier exemplaire et nous sommes guéris. Nous étions ici, camouflés. » Alors, ce monsieur, il m'a dit, moi, je suis resté sidéré. J'ai failli tomber à la renverse. Alors, il a dit, mais vous étiez... Eh bien, vous avez bien joué le rôle de malade. Je ne me suis jamais rendu compte que vous étiez camouflé ici. Et voilà, et puis il a dit, on vous remercie, et on rentre chez nous. Même nous, gamins, on ne parlait pas. On le voyait, mais pour nous, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas parler de ça. Non, vraiment, le retour des plans, là. S'amorce alors un changement radical par la rencontre de ces hommes, et à travers eux, celle du marxisme, de la psychanalyse et du surréalisme. Une conviction les anime. Pour changer la vision de la folie et des soins, il faut avant tout soigner l'hôpital. Voilà, il faut changer l'institution. C'est maintenant, ouais, on est à peu près à la moitié, donc là, on rentre dans le truc. Lucien Bonafé, oui, c'est tout à fait cette histoire-là. Hein. C'est exactement de ça dont on parle. Lucien Bonafé, la Seconde Guerre mondiale, donc c'est très bien. Tu as déjà un peu les bails qui ont été racontés dans la première partie du docu. Et donc oui, mais c'est pas sur les désaliénistes de manière générale, mais sur cette partie-là, ouais. Et là, voilà, on va rentrer un peu sur comment on pense ou comment on repense l'institution quand on se dit qu'elle déshumanise et que peut-être que l'institution elle-même est malade et que c'est elle qu'il faut soigner. Bonafé. Lorsqu'on ne peut plus qu'à m'isoler ou enfermer purement et simplement un malade, on est obligé de penser à prévoir ses réactions et de ce fait, de pénétrer les mécanismes de sa maladie.
L'home és l'etre de la guerra civil permanente. La guerra civil, la guerra contra soi-même, una partida soi-même. Ils entreprennent de faire et de théoriser. La société du Gévaudan émerge, ancrée dans une recherche constante, puisant à des sources multiples. Sans dogmatisme, elle explore, repense, formule, croise les outils. Psychiatrie, philosophie, Gestalt, psychanalyse, linguistique, biologie, sociologie. Mais je ne suis pas certain que dans une autre situation, dans un autre, Pascal Pro, c'est marrant ça. Une autre époque, un autre moment de l'histoire, ça a fonctionné comme ça a fonctionné. Je crois que derrière, malgré tout, il y avait la pression de la résistance qui faisait qu'il fallait, le soir, à la chandelle, il ne devait pas se passer grand-chose quand même à l'époque de Saint-Alban. Et le soir, à la chandelle, quand ces gens-là se retrouvaient, malgré leurs différences idéologiques ou autres, ils couraient à l'essentiel. Il fallait faire face à l'essentiel. Et l'essentiel, c'était la résistance, qu'elle soit vis-à-vis de l'occupant ou qu'elle soit vis-à-vis de la maladie mentale. Ouais, j'ai pas précisé du coup que ce qui est et d'ailleurs c'est pas si tant explicité que ça, mais bon, on comprend quand même dans la manière de raconter l'arrivée de Tosquelles en France dans les camps de réfugiés espagnols avec dans ses valises un bouquin de Marx et un bouquin de Lacan. Il y a l'idée que il y a à penser l'aliénation psychique qui est souvent l'objet de la psychiatrie, mais aussi l'aliénation sociale telle qu'elle est dénoncée, critiquée, analysée par Marx, quoi. Et c'est pas anodin que tout ça va prendre forme pendant sous le fascisme, quoi, dans un contexte sociopolitique très particulier. Mais peut-être qu'on va connaître ça à nouveau bientôt. Je crois qu'on ne peut pas dissocier. Je pense qu'on ne peut pas dissocier. L'expérience se confronte au concept. Mais c'est ça, justement, par rapport à cette critique qui est souvent faite politiquement de la psychologie, etc., d'individualiser des problèmes sociaux, systémiques. Là, il y a vraiment la volonté d'allier les deux visions, quoi. Par contre, je sais pas c'est quoi les CMR. Alors, premièrement, la difficulté de mener de front la résistance et la survie des patients qui ne comptaient évidemment pour rien pour les régimes vichistes puis nazis. Ouais, là, c'est toute la partie qui a été qu'on vient de voir où en fait on laissait mourir on laissait mourir les patients. Vraiment, il y a des patients qui sont morts de faim, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de raconter que bon, bah, à Saint-Alban, on est en Lozère, et en fait, les patients qui arrivent là, souvent, c'est des paysans, donc c'est des gens qui savent cultiver, etc. Et tu as quelqu'un qui racontait, quand on amenait les patients cultivés, en fait, ils étaient heureux, enfin, ils reprenaient vie, quoi, il y a un truc comme ça. Éducation populaire, ouais, je connaissais pas, intéressant. Éducation nouvelle. La psychiatrie s'articule à la réflexion politique, l'aliénation individuelle à l'aliénation sociale. Les germes de ce qui deviendra un mouvement sont là. Ah bah c'est exactement ce que j'ai envie de raconter au final, j'ai juste pré-shot le... Bonne action sociale. L'expérience se confronte au concept, la psychiatrie s'articule à la réflexion politique, l'aliénation individuelle à l'aliénation sociale. Les germes de ce qui deviendra un mouvement sont là. Bonafé. J'avais 29 ans à l'époque, on était tous à peu près contemporains, on avait pratiquement le même âge. Donc c'est des gars qui ont moins de 30 ans. On constitue une société savante, qu'on appelle la Société du Gévaudan. Elle produit, et à ce moment-là, il devient impossible de dire qui est le fait de quoi et le fait de qui, parce que la réalité du travail collégial à Saint-Alban a été profonde. Tosquelles. Ouais,
Voilà, ils voyaient les humains que comme de la ressource, donc si tu sers à rien au système, on te laisse crever. J'en parlerai dans mon livre Le nazisme, stade suprême du capitalisme. Souvent, il fallait attendre, par exemple le parachutage des armes ou un visiteur clandestin. Alors, pour préparer les lendemains qui chantent, on parlait psychiatrie, on révisait de façon critique les concepts de base et les types d'actions possibles. Bah oui, faut bien passer le temps. Ces hein. rencontres presque journalières ou nocturnes, Oui, c'est on ce les que vous appelait faites, avec Bonafé la Société du Gévaudan. Bonafé. Le travail d'équipe ne concernait pas seulement le collectif des psychiatres. On peut considérer comme un des bienfaits de l'occupation le remaniement très profond qui s'est produit au sein du collectif soignant, médecins et infirmiers. L'occupation a joué un rôle d'une importance extrême dans cette mutation du je vers le nous de l'équipe soignante. Vraiment, je suis pas convaincu de la pertinence de ces images. La France survit entre adhésion, soumission silencieuse et résistance. En dépit de quelques dénonciations, l'hôpital de Saint-Alban devient une véritable plaque tournante de la résistance. Allez, ça part. Ils arrivaient, ils demandaient le docteur Toscaïès, et puis c'était fini. Bon, le téléphone, le docteur Toscaïès, le maquis vous demande, le maquisard vous demande, faites monter, bon, ils montaient, puis c'était fini. Le réseau de soutien aux clandestins et aux maquisards blessés se développe. Voitures et fourgons de l'hôpital transportant des malades dissimulent parfois des armes ou des explosifs. Mon père, la nuit, il partait, il allait faire un débarrage. Mon père, la nuit, enfin, il allait faire un débarrage pour empêcher les gens de passer. Mais ça, moi, je l'ai su. Bon, comme l'autre, j'ai dit Pascal Pro, là, je dis Michel Onfray. Les Allemands, je suis obligé. Oui, c'est Saint-Alban, parce qu'il y avait des maquisards qui étaient soignés, et si les Allemands le savaient, on risquait de se faire sauter Saint-Alban ou l'hôpital. Moi, je vais vous citer une histoire pour vous dire qu'on ne parlait pas. C'était en 42, 43. J'étais en classe et j'étais désigné pour faire le ménage le mercredi soir. Alors, quand l'instituteur était parti, j'ai dit, il y avait une porte, avec une targette, je ouvre, je regarde. Qu'est-ce que je vois? Que des armes. Alors, j'ai connu que c'était des armes de guerre. J'ai vu, il y avait des grenades, il y avait des pistolets mitrailleurs. Qui n'a pas d'armes de guerre dans son des armes anciennes, quand même. C'est bien normal. Alors j'ai vite fermé. Je n'ai même rien dit aux collègues qui étaient avec moi. J'ai refermé, je suis rentré chez moi et j'ai rien dit. Bon, alors le samedi, j'ai dit, il faut regarder, quand même, si ces armes sont là. J'ouvre la porte de nouveau, je regarde. Il n'y avait plus personne, tout était parti. Octobre 1943. Paul-Éluard Rénuche, son épouse, se réfugient chez leurs amis Bonafé. Oui, parce qu'il y avait des Le poète des continue d'assurer la direction du Comité national des écrivains résistants. L'équipe de Saint-Alban achemine sur la quarantaine de kilomètres qui les séparent de l'imprimerie clandestine de Saint-Flour des manuscrits contestataires, parmi lesquels des textes d'Éluard, d'Aragon ou du Front national de la résistance, fondé par le Parti communiste français en 1941. Choran, Toscaïès et la sœur de Balvet traduisent l'ouvrage allemand du pionnier de la sociothérapie, Hermann Simon, qu'ils feront publier tout comme la thèse de Lacan. La même année, l'association sportive de l'hôpital est créée. Parallèlement, les malades jouent dans des pièces de théâtre dont ils conçoivent les décors. Dans la salle commune où tous se réunissent, s'ébauche ce qui plus tard s'appellera le club, centre névralgique de la vie de l'hôpital. Il participe. Et la première règle du club étant, on ne parle pas du club. Type soignant et soigné dans une approche autogestionnaire. Observant un malade en train de confectionner une paire de sandales avec des matériaux de récupération, Balvet entrevoit la possibilité d'un pécule pour les patients. Rapidement, tricots, chaussettes et passe-montagne destinés aux prisonniers constitueront les premières étapes d'un début d'autonomie. Les prémices de l'ergothérapie sont en place. Nommé médecin-chef à l'hôpital du Vinatier, Paul Balvet rejoint la résistance à Lyon. En zone sud, la résistance prépare la bataille du Mont-Mouchet, dont le but est d'accélérer la libération du territoire. Lucien Bonafé et Georges Canguilhem désapprouvent le projet. Ils craignent que les quelques 5000 maquisards mobilisés ne se trouvent pris dans une souricière.
Cependant, les deux hommes, médecins et non stratèges, finissent par s'incliner devant le poids des arguments. Bonafé évoquait souvent l'épisode. Qui es-tu? Enfin, toujours est-il dit, j'ai eu droit au mot historique, ils ont eu les Dauphinois, ils n'auront pas les Auvergnats. Et j'ai dit à ce moment-là, c'est inutile de continuer à discuter, je ne suis pas en mesure de le convaincre, quelqu'un qui m'a dit des choses pareilles. Juin 1944. Après d'intenses combats, l'évacuation d'une 60aine de blessés par les gorges de la Truyère s'organise en 2 convois. Parmi celui des blessés graves, 2 maquisards survivent. Jules Simon et Georges Canguilhem. Par les chemins escarpés, ils parviennent à se réfugier à Saint-Alban. De nombreux blessés du Mont-Mouchet seront cachés dans le château. Ceux qui ne peuvent être transportés demeurent sous la protection de fermiers résistants. Régulièrement, le docteur Clément, membre de l'équipe de l'hôpital, enceinte de 7 mois, parcourt 30 km à vélo pour les soigner. Enfin, la guerre s'achève. Enfin. La paix éclate, dira Bonafé. La chose asilaire, cette abomination contre le bolchevisme et tout. Était démolie. Et il s'agissait de... J'avais déjà dit, au niveau théorique, il s'agit de détruire le système asilaire et de bâtir son contraire sur ses ruines. Cette parole imagée entrait dans la réalité, il fallait faire le contraire sur les ruines. C'est ça. Et notamment sur les ruines de la structure de rapports humains qui était la définition même du système asilaire. L'émulation, les échanges, l'urgence de survivre sont à l'origine d'un mouvement qui plus tard sera nommé psychothérapie institutionnelle. Cette dernière redéfinit l'institution, la place du malade, et vise à l'extraire de l'hôpital par le biais de la psychiatrie de secteur qui s'organise autour d'un accompagnement coordonné, dans les murs et hors les murs. La décennie suivante confirme que Balvet, Toscaïès, Choran et Bonafé ont fait école. Bien qu'ils évoluent différemment, des échanges perdurent, affection et connivence aussi. Avec d'autres psychiatres, ils participent à la création du syndicat des médecins des hôpitaux psychiatriques, de la Fédération d'aide à la santé mentale Croix-Marine et du centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Vraiment le bolchevisme. Groupes de réflexion, rencontres, publications, alliances, désunions se multiplient avec un objectif commun. Abolir le mythe de l'incurabilité et l'hôpital concentrationnaire au profit d'un dispositif de santé mentale non limité à une seule responsabilité hospitalière. Ce dispositif prendrait en compte les réalités économiques, sociales et culturelles environnantes à travers une psychiatrie de secteur à la disposition de la population, comme le rappelait Bonafé. Pour eux, c'était assez clair que les deux choses étaient mêlées, la psychiatrie de secteur étant la condition de possibilité organisationnelle qui est devenue après une loi, mais beaucoup plus tard, en 1989 seulement, de l'exercice d'une psychiatrie humaine dans la cité, alors que la psychothérapie institutionnelle était davantage centrée sur quelle est la méthode pour faire cette psychiatrie-là. Et dans la création de Toscaïès et de Bonafé à Saint-Alban, ils ont créé la psychothérapie institutionnelle en disant il faut qu'on fasse une psychiatrie plus humaine, donc on soit respectueux des patients, qu'on leur demande leur avis, qu'on puisse les réunir pour décider ensemble d'un certain nombre de choses de la vie quotidienne. Toscaïès continue d'exercer à Saint-Alban qu'il appelle le jardin de l'hôpital. Il y consolide et perfectionne son projet thérapeutique, se déplaçant s'il le faut au domicile des malades. Avec une petite caméra noir et blanc, il filme la vie de l'hôpital. De jeunes internes viennent de loin pour apprendre à ses côtés. Parmi eux, Frantz Fanon et Jean Houry. Ouais. À partir du moment où on aborde ces problèmes de maladie, entre guillemets, des malades, ou de guérison, toujours entre guillemets, on se heurte à tout le contexte culturel, à tout le contexte social, on se heurte à toute la difficulté de saisir l'histoire entière du malade. Est-ce que c'est un salaud, le psychiatre?
Et oui, parce que Oui. l'attitude psychiatrique Réponse passe oui, par l'angoisse du évidemment. malade. Et peut-être c'est un salaud. S'il faut la saloperie pour guérir quelqu'un, à la rigueur, on peut être un salaud, et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on entend par être salaud? Et pourquoi, voilà. Mais assume le rôle. Mais pourquoi tu veux me guérir? Moi, je ne demande pas de guérir. Ah ouais, ça s'embrouille et tout, carrément. Est-ce que nous avons le droit de guérir quelqu'un contre sa volonté? C'est le problème qui se pose continuellement avec tous les psychosés. Ils Ils ne viennent pas nous demander de guérir. un problème un peu faux parce que dans quelle mesure il a une conscience de soi-même et de ses besoins. Est-ce que le chirurgien ne doit pas opérer une appendicite parce qu'un enfant de 3 ans ne lui demande pas de lui enlever? Tu comprends? Et ça pose ce problème pour nous. Donc je pense qu'il faut guérir malgré la volonté du malade. Et je pense que tout Il y a une médecin, limite à ce raisonnement tout quand même. soignant, mais enfin, au moins médecin, on rencontre ça. Le côté c'est pour ton bien, donc on va décider à ta place, et donc on va tout simplement produire des violences à ton encontre. On veut changer l'autre. On veut que l'autre change, pardon. Et pour ça, on il faut estime lui qu'on sait imposer mieux un que certain toi nombre ce de qui est bien choses. pour toi. Entre guillemets, lui imposer. Il y a quelque chose de l'ordre du sadisme là-dedans. Non sexué. Ça veut dire si de vouloir transformer l'autre, ça te fait bander, change de métier. Se dit, si tu bandes, c'est pas grave. Je veux dire, l'important, c'est de ne pas en jouir. Parce que sinon, tu n'en sors plus. Mais pour ça, tu sais que tu vas en souffrir. Et tu en souffres. D'imposer quelque chose à l'autre, quand même, qui des fois est difficile. Toscaïès et compagnie nous ont appris que pour transformer le sadisme soignant en autre chose, il faut faire des réunions de travail entre soignants, où on discute de nos impressions profondes sur ce que le patient nous fait vivre. Et que c'est à partir de cette expression par chacun des soignants de ce que lui fait vivre le patient que le sadisme, qui serait une réponse réflexe, se transforme en autre chose. Dans les endroits où il n'y a pas de réunion, où il n'y a pas de travail de transformation, les gens ont des réponses sadiques. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Mais on pourrait dire que la psychothérapie fonctionnelle conscientise cette chose-là et en fait vraiment un objet de travail de l'équipe qui est tout à fait novateur, je pense. D'être soignant, ça change quelque chose de toi. Chaque patient... L'histoire de Suleiman, ça parle de quoi? Enfin, moi, je crois que c'est vraiment ça, c'est imparable, quoi. Alors, on n'est pas forcément soignant pour que quelque chose de soi change. Ça a sorti le drapeau Mais on trouve ça sur le trajet. Je sentais que c'était un bon, lui. On peut pas l'éviter. Je l'aimais bien, lui. Je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Michel Foucault. Le 21 mai 1953, François Toscaïès est nommé directeur de Saint-Alban. Freud a placé le transfert au cœur de la cure analytique du patient névrosé. Toscaïès, lui, a intégré la pratique psychanalytique aux soins des psychotiques, ce que beaucoup jugeaient impossible. Pour ce faire, il met en place les notions de transfert dissocié et de constellation transférentielle conceptualisées à partir des expériences antérieures. L'organisation du club thérapeutique. Ouais, le transfert, du coup, c'est ce qui était expliqué là sur le côté sadisme, c'est qu'est-ce qui se passe dans la relation soignant-patient. Quelles sont les idées qui circulent, les émotions, etc. Un tel je l'adore, un tel je peux pas me le sentir. En gros, c'est ça. Transfert, ça va être du patient vers le soignant, et contre-transfert, ça va être du soignant vers le patient. Et comme il y a l'idée que les personnes psychotiques ont un psychisme, un appareil psychique qui peut être morcelé, il y a l'idée que la question de la constellation transférentielle, c'est qu'il y a un morcellement de ce transfert. C'est-à-dire que ça va pas être un transfert vis-à-vis d'un soignant, mais vis-à-vis d'une équipe. Et donc, avec telle personne, tu vas avoir telle relation, et avec telle autre, ça va se passer peut-être différemment. Et peut-être radicalement différemment, mais parce que c'est ton fonctionnement qui fait que tu peux être le jour et la nuit en fonction de la personne, quoi. En gros, c'est ça. Ça suit un livreur Uber sans papier pendant 48 heures avant son rendez-vous à l'OFPRA. Ah, intéressant. Devient l'outil de cette constellation où la relation au patient demeure primordiale. La psychanalyse, c'est pas ouf, et j'en parle dans... Je fais tout un... La psychanalyse, moi, je suis
psychologue d'orientation psychanalytique. Et donc, je parle de qu'est-ce que c'est la psychanalyse, etc. En ce moment sur la chaîne YouTube. J'ai commencé par dire, OK, Freud, qu'est-ce que c'est? On va continuer ensuite avec les gens qui arrivent derrière et on va continuer à parler de la psychanalyse et derrière le livre noir de la psychanalyse, un peu toutes ces choses-là. En fait, souvent, par exemple, là, t'as le gars, là, Michel Foucault, qui a utilisé des concepts comme ça, comme si c'était easy sur des questions de jouissance, etc. Il y a souvent certaines, je vais dire dérives pour aller rapidement, qui fait qu'on a une critique de la psychanalyse pour des choses qui sont pas exactement de la psychanalyse ou quelque chose de très spécifique ou alors des dérives, etc. Et du coup, la psychanalyse pas ouf, point d'interrogation. Encore faut-il savoir de quoi il s'agit. Et il y a des choses qui sont imputables à la psychanalyse, comme par exemple le fait d'utiliser un vocabulaire de la vie quotidienne pour décrire totalement autre chose. Et quand on dit jouissance, on a une idée en tête. Quand on dit constellation transférentielle, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà. Vieille camarade qui est infirmière psy à la retraite, vous devez parler de ce sujet l'an prochain à l'UT. Ouais, carrément. L'humanisation de l'hôpital fédère chaque membre de l'équipe soignante autour de réajustements permanents qui jugulent les dérives d'une structure close et hiérarchique. Tout ce qu'on voit là, depuis le début, c'est de la psychanalyse. Hein. C'est de l'application, c'est Marx-Lacan, c'est-à-dire c'est de l'application de la psychanalyse et du marxisme à la psychiatrie. Quand ils ont tombé les murs et ouvert les services, il y a des malades, on ne les reconnaissait pas. C'était la jour et la nuit. Il y a des gens qui avaient passé des 10, 15 ans enfermés dans des pavillons et se retrouvaient en liberté, mais ils étaient... Bon, pas tous, mais il y avait quelques-uns, ils revivaient. Et puis après, bon, il y a eu les neuroleptiques, tout ça, bon. A Sant Albà n'hi havia pa, un sol malalt de GT, als 50, sans aucun medicament contra l'agitació, perquè no s'ocupa del réseau, alors, malheureusement, entre els 50 i 50, ils ont découvert ce qu'on appelle le tranquil·litzant, ou quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, les psychiatres, ils ont dit, chouette, on n'a pas besoin de se préoccuper de la relation, del narcissisme ou de... Ouais, donc toute la question, alors lui, il va sur les questions des concepts, mais fondamentalement, ouais, il est incroyable son accent. Fondamentalement, c'est comment on pense l'autre, d'autant plus quand on est dans un statut de soignant, qu'on a un ascendant sur l'autre, et qu'en plus, potentiellement, vu qu'on est en psychiatrie, on peut être amené à dire non mais on va décider à sa place là, c'est un fou, c'est une folle, il sait pas, on sait mieux que lui. Et de comment très facilement, très vite, voilà, il y a l'arrivée d'une innovation et ça va être le prétexte pour ne plus être en relation. De l'érotisme, ou ce que tu voudras, quoi, del filet, quoi. Et il suffit simplement de donner une pilule. Et les médecins, ils ont tous tombé dans ces pièges, quoi, les psychiatres, bien volontiers. Mais il faut comprendre aussi que, voilà, il dit, voilà, entre 50 et 60, oui, il y a l'arrivée de ça, mais aussi l'expérience de Saint-Alban, elle arrive à un moment où la société capitaliste nazie dit débrouillez-vous, vous êtes dans votre merde. Et ils ont dit ok, on va s'autogérer. Tosquelles nous interpelle. La qualité essentielle de l'homme, c'est d'être fou. Tout le problème est de savoir comment il soigne sa folie. Si vous n'étiez pas fou, comment voudriez-vous que quelqu'un soit amoureux de vous? Pas même vous. Et les fous que l'on met dans les asiles psychiatriques sont des types qui ratent leur folie. Alors j'essayais d'être gai, je restais dans mon coin, je disais rien, quoi.
Vous étiez très enfermé. Vous sentiez que vous n'étiez pas au diapason, enfin, au même niveau que les autres, quelque chose. Non, du tout. C'est pour ça que vous dites que vous étiez différent, que vous sentiez que vous étiez différent des autres. Je sentais que j'étais différent des autres, mais je sais pas, je l'interprétais pas comme je l'interprète maintenant. Je croyais à ce moment-là que, je sais pas, je me mettais des tas d'idées dans la tête, quoi. Je me disais... Par exemple. On dirait, t'as pas la tête fait comme les autres, c'est peut-être pour ça, quoi. Ce qui comptait avec ces médecins à l'époque, c'était la relation. Même si vous deviez prendre un coup de poing. Oui, parce qu'il y avait des malades quand même agressifs. Et alors il fallait les contenir, mais sans leur faire mal. Moi j'ai un souvenir de ça, avec son accent, tout comprend. Hein. Si on tout ferme, quand tu sortiras, tu seras encore plus méchant qu'avant. Alors, lui, Toscanel, les soins, je crois que c'était basé plutôt sur la relation et les activités. Nous, dans chaque atelier, on avait pris des malades pour travailler. Et là, je sais, le médecin-chef qui s'occupait de ces malades me dit, on s'en fout, le rendement, c'est pas histoire de rendement. En fait, c'est une guérison pour moi. Voilà, on m'a répondu. Et j'allais souvent en réunion avec les docteurs et le personnel soignant chaque semaine, à peu près, on me convoquait pour me demander les comportements de ces malades-là. Mais moi, je n'avais pas fait la formation d'infirmier ni quoi que ce soit. Après le départ de Toscaïès en 1962, l'hôpital de Saint-Alban s'est progressivement conformé à la tendance générale du soin quantifiable, évaluable. En 2005, Jean Houry alertait. Nous sommes tous des produits et l'hôpital n'appartient plus aux hommes du métier, aux psychiatres, aux infirmiers, mais à des gestionnaires dont le mot d'ordre est d'établir des modèles analogues à la gestion des usines ou des grandes surfaces. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Alors à la fin, quand tu vois ça, mais tu dis, tu abdiques. Et les 5 dernières années que j'ai travaillé, j'y allais, et puis c'est tout, je faisais mon travail. Bon, c'est comme ça, mais tant mieux, continuer, et puis voilà. Je ne me rebellais plus. Personnellement, je préfère voir les malades sortir librement que de les voir enfermés. Voilà. C'est mon point de vue, c'est bon. Mais ils ne veulent pas prendre de risques. Et là, ils n'en prennent pas de risques. Je n'ai jamais voulu attacher les malades dans leur lit. Et le médecin, un jour, me dit, il me dit, il faut l'attacher. Mais je lui dis, je ne sais pas le faire. Bah, comme maintenant, oui, en fait. Je lui dis, ah, mais non, mais je ne veux pas apprendre. Tout le côté capitaliste, c'est là où ça revient. Il faudra dans l'après-guerre. Je dis, non, je ne l'attacherai pas. Alors, c'est pour ça que je dis, à Saint-Alban, ça n'existait pas, mais ça existait ailleurs. Avec là, en fait, une percée du néolibéralisme sur la question de psychiatrie qui est assez folle. Bon, maintenant, quand je vois les malades, quelques malades que je connaissais qui sont dehors, là, je leur parle. Mais dans l'hôpital, en plus, quand j'entends parler le personnel, je dis, ils sont devenus des traqués, mais là, ils sont devenus fous. Ouais, c'est juste que tu dis, la réduction France, des dépenses de santé par les politiques publiques en action depuis 1979 je crois que c'est ce est lourde de... Dans la santé, de manière générale, en fait, tu peux plus soigner. En fait, le cadre est fait de telle façon à ce que tu puisses pas faire du soin comme c'est présenté là, quoi. Ils sont devenus des traqués, mais là, ils sont devenus fous. La réduction des dépenses de santé par les politiques publiques en action depuis 1979 est lourde de conséquences. Et oui. Suppression de dizaines de milliers de lits, suppression en 1992 de la formation spécifique d'infirmiers en psychiatrie. Parallèlement, une certaine utilisation de la psychopharmacologie favorise la relégation au second plan des thérapies fondées sur la relation, 5 fois plus coûteuses. Depuis 2008, 200 chambres d'isolement ont été créées. Là, pour une fois, ils ont utilisé intelligemment l'attention aux soins et à l'accueil de l'autre semble se diluer dans les pratiques coercitives, sans doute moins onéreuses. Mais moi, je trouve que c'est encore peut-être plus scandaleux que des gens qui sont avérés, psychotiques, sévères, graves, nécessitant non pas un séjour en prison, mais tout le monde le sait, mais une prise en charge hospitalière, qui, hop, vont affleurer, quoi.
C'est deux problèmes qui se chevauchent et qui sont un petit peu différents. Par ailleurs, les gens incarcérés, il y en a un tiers qui aussi devrait quand même bénéficier ne pas en général, ne pas se retrouver là. Aujourd'hui, on pourra mettre en cause on la tout prison. Un tas de programmes de déstigmatisation sur la maladie mentale, etc. C'est une maladie comme les autres. Ah putain, oui, il était je vois, chargé d'enseignement à Paris 13 où j'étais. C'était la fac où j'étais. Donc je sais pas si je pense pas l'avoir eu comme prof, mais son nom me disait un truc, donc j'ai. Ouais. Pas se retrouver là. Aujourd'hui, où effectivement, on a tout un tas de programmes de déstigmatisation. Oui, parce que Paris 13, alors voilà, la fac où j'étais, il y avait plein de profs qui étaient très branchés psychothérapie institutionnelle. Sur la maladie mentale, etc. C'est une maladie comme les autres et tout. Mais on n'a jamais eu une société aussi excluante par rapport aux fous qui sont dans la rue, qui sont dans le métro. C'est une dinguerie. Hein. C'est quand même incroyable le nombre de gens. Ils sont. Voilà, les gens qu'on va qualifier de fous sont extrêmement désocialisés. Quoi. Extrêmement exclus, comme il le dit. Qui sont en grande souffrance et pour qui rien n'est fait, pour qui rien n'est proposé. Il n'y a plus de lieu d'accueil. Et au contraire, la tendance, c'est la destruction des lieux d'accueil quand même, politiquement. Face au choix politique délétère drapé de discours scientifiques, Bonafé, Balvet, Toscaïès et Choran se sont rassemblés par-delà leur discordance autour d'une éthique commune, avec la conscience aiguë de ce qui nous entrave. Ah ouais, le générique, il commence une seconde après qu'il ait terminé sa phrase. Ok. Bon, je vais pas regarder qui a fait les musiques, hein. Bien vu le piano, ouais, c'était génial, hein, c'était super. Bon, c'était néanmoins intéressant. Alors, attendez. On va passer en facecam. Vous allez quand même avoir la musique, hein, je vais quand même pas vous retirer ce plaisir. Mais c'était quand même intéressant. Alors ça, ouais, la fin balance... L'homme est de plus en plus absent de la psychiatrie, mais peu s'en aperçoivent parce que l'homme citation. est de plus en plus absent de l'homme. Henri Maldinet. Ok, je pensais que ça allait être une citation de Bonafé, parce qu'il y a une citation de Bonafé. Enfin, je crois que c'était une citation de Bonafé, mais il me semble. Lucien Bonafé, citation... qui, je pense, résume bien... Voilà. Une société se juge à la manière dont elle traite ses fous, ses marginaux. Voilà, ça parle bien de comment tu penses les choses, en tout cas dans la psychothérapie institutionnelle, quoi. Comment tu vas penser la société aussi, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être... tout ce truc de... Qu'est-ce que ça veut dire d'être fou dans une société qui tourne pas rond, pour pas dire qui est capitaliste, quoi. Ces gens ont réussi à élaborer une nouvelle manière de penser la psychiatrie pendant l'occupation, c'est dingue. Bah, à la fois c'est dingue et en même temps, au contraire, parce que justement, c'était là qu'on les faisait un peu moins chier. Alors que là, là justement, le néolibéralisme, il s'intéresse beaucoup au financement de tout ça, etc., quoi. Mais oui, vu comme ça, tu dis effectivement, tu as une expérience autogestionnaire en pleine Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc, bon, la réalisation du docu, donc je vais peut-être pas chercher à recontacter la réa, ouais, il y avait des trucs avec lesquels je n'étais pas du tout d'accord, enfin, que je trouvais pas très pertinent. Néanmoins, le fond est là. On a l'histoire. Je pense que les gens sont bien choisis. Alors, il y a toujours le problème de ce prisme, en particulier dans la question de la psychiatrie, où c'est toujours les soignants qui parlent, quoi. On est toujours du côté du pouvoir. Et je trouve ça un peu contradictoire dans un truc qui veut remettre en cause justement l'ordre établi, qui veut dire que bah, peut-être on peut discuter collectivement. Bah, comment ça se fait que les fous n'aient pas leur mot à dire dans ce docu. Je trouve ça dommage. Je pense pas que c'était très compliqué. Je pense que ça aurait été plus intéressant que tous les plans là dans les bâtiments abandonnés, tout ça. Voilà. Mais ouais, c'est ça, juste impatient par les 15 secondes, quoi. Mais
tout cas, ça m'a replongé un peu dans le truc. Voilà, je voulais parler de l'expérience d'Enel Château. Je sais pas s'il y a des docus sur le sujet, mais voilà, il y a peut-être des trucs intéressants à faire en docu. Et donc, en fait, toute la saga qu'on a fait cet été, là, à regarder des docus, je me suis dit, ah, peut-être je vais faire ça de temps en temps, ça peut être intéressant. Et comme je disais, j'ai envie de reprendre les émissions en plateau et j'aimerais bien faire une émission notamment sur la question de la psychiatrie. Voilà, je parlais de Foucault là pour me moquer du camarade, je vais l'appeler camarade. Mais notamment autour de comment Foucault pense la question de la psychiatrie, de son histoire, de son rapport à la prison, mais aussi donc l'analyse qu'il fait du néolibéralisme, et est-ce qu'on peut lier les deux en sachant que à partir du moment où il pense le néolibéralisme, voilà, c'est un peu le seul moment de sa carrière où Foucault parle de racisme d'État. Il n'arrive pas à poser la question du néolibéralisme sans passer par cette question-là. Et donc, je pense lier les deux, on a vu que voilà, c'est l'anecdote classique, le fait que Fanon soit passé par Saint-Alban, qu'il y ait fait un stage et tout. Voilà, donc des choses intéressantes. Peut-être, vu que je parle de Fanon, peut-être parler de psychiatrie coloniale, peut-être parler d'ethnopsychiatrie. Je pense qu'il y a des choses, il faudrait que je regarde quel docu il y a, parce qu'il y a sûrement des docus, et peut-être on va continuer de regarder des trucs sur le sujet. Voilà. Donc c'est tout pour ce soir, les gens. J'allais dire, faut que je regarde où est-ce que je vous envoie, mais je sais où est-ce que je vous envoie. Je vais vous envoyer chez Supplémentiel qui est en train de fêter ses 6 ans de stream et qui fait un live de 12 heures. Donc je sais qu'il est en live a priori. J'en vois sans trop regarder. Je vais quand même regarder parce que je vais copier son nom. Mais je vais vous envoyer chez le camarade Supplémentiel. Hein. Allez lui souhaiter un joyeux anniversaire de chaîne. Et puis nous, on se retrouvera donc maintenant les lives, c'est 2 fois par semaine. Les lundis 21h, les vendredis 21h. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire la semaine prochaine. Il faut que j'y réfléchisse. Mais je me disais pourquoi pas lire des articles autour de justement les profs que j'ai eus qui parlaient de psychothérapie institutionnelle. Peut-être on va voir ce qu'écrit Benjamin Royer, peut-être qu'il a écrit des trucs intéressants. Jean-Henri aussi, justement il y avait eu une espèce de séminaire dans ma fac où Jean-Henri avait été un peu quelques temps avant qu'il meure, avait été invité, c'était une sacrée personnalité quoi. Sur les parcours des marginaux. Tiens, allez, hop. Mais ça, de côté intéressant. Ok, il a 30 ans, ouais, mais pourquoi pas, on regarde ça avec bon, il a pas 30 ans, il a 20 ans le truc, 2001. Voilà, alors on vous envoie en raid chez Supplémentiel, on voit si le raid fonctionne. Voilà, donc c'est tout pour ce soir les gens, on se retrouve lundi. Sans doute un peu de lecture, on verra. En tout cas, on va pas. Je sais pas si on va parler de Michel Barnier, toutes ces conneries là. Peut-être oui, peut-être non. On verra bien. En tout cas, en attendant, voilà, c'est tout pour ce soir. Et surtout, n'oubliez pas, le Moonwalk est à Jackson, mais aussi à Teyaba. Bonne soirée tout le monde. Yeah. Le Moonwalk est à Jackson et aussi à Théaba. Le Moonwalk est à Jackson et aussi à Théaba. J'ai besoin de m'évader comme les Dalton, je me barre au Guatemala. Au studio la nuit, je ne vois plus la lune, SOR sur la porte, je me briser la nuque. Je fais avec mes Jeeps, peu importe la thématique, l'industrie, je vais briser la pute. Nouveau projet, un level up, mais je les touche par ricochet. Le fait comme dit